Bonjour à toutes et à tous. Je vous souhaite la bienvenue pour cette 3e édition du Lyme Protest Lyon, organisée par France Lyme Section Rhône ce 18 mai 2019, date de la journée nationale contre le déni des maladies vectorielles à tiques et ses co-infections. Au nom de toute l'équipe France Lyme, je vous remercie pour votre présence ici, vous malades, vos familles, vos amis, les autres associations et surtout, je remercie tous les soignants et les docteurs, dont la plupart d'entre eux sont présents à nos côtés en permanence pour nous soutenir et nous soigner en s'exposant quotidiennement à de lourdes sanctions liées encore à la non-application des recommandations de bonne pratique sorties en juin 2018 par la Haute Autorité de Santé. Merci à tous nos partenaires et à nos bénévoles actifs qui nous permettent de nous rassembler aujourd'hui. Je remercie la ville de Lyon de nous avoir mis à disposition la place Maréchal Lyotet cet après-midi, The Yellow Cat Studio de Chloé Rominga qui a réalisé notre affiche adhérente, l'entreprise Libé l'Huile avec Armel Greffet qui en a financé les éditions, Épistémé Film d'Émilie Burel qui filme la conférence ce soir, la société Flash RP, Soraya Pilon-Chéry attachée de presse, Scoop Radio, la librairie de Rhin, le restaurant-bar La Gamelle où nous faisons tous nos cafés Lyme mensuels. Sans oublier les musiciens qui nous ont accompagnés pendant toute cet après-midi avec le Yardbirds Quartet et The Campus Jazz and Soul. Cette deuxième partie d'après-midi va se dérouler en 2 temps jusqu'à environ 18h30, 18h45. Tout d'abord, des informations générales remises par l'équipe France Lyme, puis prévention et parcours du patient par le docteur Yves Gadiolet, médecin référent de France Lyme. Dans un deuxième temps, nous réserverons environ 1 heure de questions-réponses avec une dizaine de docteurs scientifiques engagés auprès de nous et terminerons par une séance de dédicace avec les docteurs Lacou et Philippe Raymond pour leurs derniers ouvrages. Avant de débuter nos différentes présentations, pour que vous puissiez comprendre le climat dans lequel nous évoluons actuellement, au nom du conseil d'administration de France Lyme, je vais vous évoquer certaines informations essentielles. Il en va de notre responsabilité de remettre le contexte en perspective. Il y a maintenant 11 ans, lorsque France Lyme a été créée avec le professeur Perron, les malades souffraient en silence. Il n'existait qu'une petite association, les Nymphéas. À cette époque, le seul moyen d'échange entre malades était un mailing list Yahoo. Puis est très vite apparu un forum de discussion, le forum Lyme francophone, toujours actif à l'heure actuelle. Les réseaux sociaux n'existaient pas et ce forum constituait l'unique moyen de dialoguer et de préparer la création d'une association. À cette époque, seuls 2 médecins étaient connus pour prendre en charge les malades de Lyme sous leur forme chronique, le professeur Perron et le docteur Bottero. Il n'existait aucune littérature scientifique en français sur le sujet, ou pas beaucoup, pas de livres grand public non plus. Ainsi, quelques malades se sont regroupés et ont créé l'association France Lyme en janvier 2008. Depuis, les bénévoles œuvrent sans relâche et c'est aussi grâce à des diffusions de documentaires télévisuels ainsi que des parutions de livres sur le sujet que nous avons pu faire éclater, si ce n'est le scandale de santé publique, au moins la guerre scientifique qui faisait rage et qui fait encore rage au moment où je vous parle. Cependant, en 2015, 2 députés UMP ont déposé un projet de loi pour la prise en charge du Lyme chronique. Après débat dans l'hémicycle, celle-ci a été hélas rejetée par la majorité en place, le Parti socialiste. Mais un gros pas avait été franchi. Les débats dans l'hémicycle étaient la preuve que les politiques prenaient enfin la mesure de l'enjeu de santé publique qui se profilait. En parallèle, des actions judiciaires ont été entamées, notamment le Lyme Action. Par la suite, un plan d'action ministériel a été lancé peu de temps après, en septembre 2016, à la demande de la ministre Marisol Touraine. Notre association France Lyme fait partie depuis son lancement de tous les comités de pilotage de ce plan qui se réunit en moyenne tous les 6 mois. Parallèlement à cela, notre association a contribué à la création de la FFMVT, Fédération française contre les maladies vectorielles à tiques, en septembre 2015. Alors, où en sommes-nous dans le paysage politico-médical ? Dans le plan Lyme de 2016, le volet qui intéresse le plus les malades est celui du diagnostic et du traitement de la maladie de Lyme et des co-infections. À l'issue des 12 mois de travaux par un collège de médecins de tout horizon,
et en présence de représentants de malades, la Haute Autorité de Santé a publié ses recommandations de bonnes pratiques en juin 2018. Hélas, contrairement à la méthodologie de départ clairement énoncée et entérinée par chacun des membres de ce groupe, dont les infectiologues de la SPILF, Société de pathologie infectieuse de langue française, ils se sont rétractés et n'ont pas signé ce texte. Nous avons assisté à un feuilleton politico-scientifique sans précédent. Nous avons alors pris conscience que l'enjeu ne se situait plus seulement sur le plan scientifique, mais étions au-delà d'un simple débat médical, comme il en a toujours existé. Certaines choses nous échappaient et nous échappent encore. France Lyme a de fait été contraint depuis l'an dernier de changer de cap et de ne plus se contenter d'assister aux réunions ministérielles, mais bien d'entrer dans une nouvelle phase de militantisme. Ainsi, nous avons écrit à plusieurs reprises au directeur général de la santé, le professeur Salomon, et à la Haute Autorité de Santé, afin de s'assurer que les sujets discutés en réunion officielle ne tomberaient pas aux oubliettes. Ce travail de veille est extrêmement important et nécessite d'être nettement renforcé dans les mois et années à venir. Quelle est la place de France Lyme dans l'échiquier associatif ? Il existe actuellement une dizaine d'associations, dont certaines d'envergure nationale et d'autres plus locales. Toutes les associations ont à peu près le même but à atteindre, que les malades chroniques soient bien soignés et que ceux qui ne sont pas encore contaminés ne le deviennent pas. Sur les modes d'action, certains malades se reconnaissent davantage dans des associations qui proposent des actions coup de poing, beaucoup plus activistes, tandis que France Lyme préfère ne pas rompre le dialogue avec les autorités, afin que notre parole continue à être prise en compte. Ainsi, nous avons développé un volet judiciaire dans nos missions aussi, et nous encourageons dès maintenant les malades à porter plainte lorsqu'ils sont victimes de maltraitance médicale. Nous avons déposé en début 2019 une plainte à l'encontre d'un infectiologue du CHU de Dijon. Et probablement que dans les prochains mois et années, ces plaintes se multiplieront, nous l'espérons. Nous avons également quelques différends dans le paysage associatif sur les cibles privilégiées à combattre et sur le message à faire passer. Sur la transfusion sanguine en particulier, nous nous en remettons à l'avis des médecins experts qui nous soignent. En l'occurrence, la co-infection avérée transmissible par le sang, par publication scientifique et la babésiose. Concernant les autres agents pathogènes transmis par les tiques, dont la Borrelia, aucune publication n'existe à ce sujet. Le principe de précaution impose donc aux malades de Lyme de ne pas donner leur sang, mais quel malade plein de symptômes et de douleurs aurait l'idée d'aller donner son sang ? Tant que nous n'aurons pas une sérologie Babesia faite d'office, comme pour le test du sida par exemple, et un test Borrelia fiable, ce sujet ne peut pas aboutir. Nous sommes convaincus que les avancées obtenues le sont par la force du dialogue et non pas par des actions illégales qui nous éloignent et nous rejettent des institutions sans que nous pouvons agir. Nous assistons à une telle démagogie scientifique relayée par certains articles de presse, à un tel mépris de la part de certains médecins, qu'à l'approche de notre journée, ce jour, aujourd'hui 18 mai, sortent de terre comme des champignons des articles relayant encore et toujours la même étude sur 30 cas, menée en interne à la Pitié-Salpêtrière, en monocentrique, comme on dit dans le jargon de la recherche clinique, dépourvue de toute méthodologie digne de ce nom, à tel point que même la Haute Autorité de Santé l'a retoquée et l'a considérée comme non valable pour justifier une révision de ses recommandations officielles en vigueur. Résultat, les infectiologues de la SPILF, qui sont aujourd'hui bien au travail, sortent leurs propres recommandations de façon unilatérale. Ils se retrouveront d'ailleurs le 7 juin prochain à Lyon pour leur congrès. Nous mettons toute notre énergie à dénoncer ce texte et à faire appliquer les recommandations de la seule autorité de santé compétente et indépendante en France, la HAS, Haute Autorité de Santé. Alors, dans les prochains mois, vont être créés par le ministère de la Santé, dans nos hôpitaux, 5 centres de référence Lyme, un par super-région, ainsi que des centres de compétences au niveau régional. France Lyme ne remet pas en cause le fonctionnement de ce futur système. Nous espérons qu'au moins 2 centres soient attribués à des médecins de la Fédération française des maladies vectoriellatiques, le docteur Gauzy et le professeur Perron. Nous resterons
extrêmement vigilants à ce que les centres collaborent entre eux, comme indiqué dans le cahier des charges, car ils devront se répartir les travaux pour la recherche. Une évaluation régulière et chiffrée permettra d'avoir pour la première fois des remontées statistiques sur la prise en charge pluridisciplinaire des malades. Nous sommes pour la création de ces centres pour le bien des malades. Nous avons besoin que les choses avancent et nous continuerons à jouer notre rôle d'acteur et de contester si nous constatons de nouvelles irrégularités. Il y a encore trop de précarité, de situations désespérées et dramatiques, des détresses que la médecine ne peut traiter sans pouvoir avancer dans la recherche. Il est insupportable de voir nos enfants, nos anciens partir dans l'errance. Cessons de voir, de vivre quotidiennement autant de souffrances, celles-ci qui caractérisent malheureusement notre civilisation actuelle. Pour les 20% de malades en échec, l'investissement de nos institutions pourrait permettre une stabilisation de leur état. Encore merci à tous pour votre mobilisation, à l'énergie déployée par tous les bénévoles qui sont à plus de 95% malades. J'espère que l'engagement nous permettra d'aller rapidement de l'avant sur la voie d'une réelle prise en charge de ces maladies vectoriellatiques douloureuses et invalidantes. Restons dans l'espoir d'une vie meilleure pour nous tous, en appelant à une prise de conscience plus élargie de la responsabilité et de la dignité. Petit tour d'horizon du Lyme en cette année 2019. L'an dernier, il y a plusieurs choses qui se sont passées et qui sont très importantes. En juin 2018, déjà, la HAS a sorti ses RBP, ses recommandations de bonnes pratiques, mais simultanément, l'Organisation mondiale de la santé a fait une reconnaissance de la borréliose de Lyme et de sa chronicité. C'était inespéré et c'est très important. Ensuite, en novembre 2018, un groupe d'études constitué aux États-Unis a rendu son avis au Congrès américain. Cet avis va dans le même sens que nos recommandations de bonnes pratiques et les États-Unis ont décidé d'attribuer de l'argent à la recherche. C'est aussi exceptionnel. Et ça montre le dynamisme et l'avancée que l'on peut avoir. Au niveau européen, il y a eu l'adoption de la résolution sur la recherche et la prévention par Frédéric Reiss. Donc, au niveau mondial, on bouge, et au niveau français aussi. Il ne faut pas désespérer, ça peut avancer. L'association France Lyme, c'est une association loi 1901 qui a été créée en 2008, et qui est reconnue d'intérêt général. Elle est membre fondateur de la Fédération française contre les maladies vectoriellatiques pour œuvrer au profit de l'élaboration et de la diffusion et des bonnes pratiques de soins et de recherche. Nos objectifs sont d'éviter les nouvelles infections, notamment en obtenant la mise en place d'une stratégie de prévention orientée vers les différents publics, donc le grand public, les enfants, les adultes qui vont se balader le dimanche en forêt, mais aussi tout ce qui est forestier, agriculteur. L'amélioration de la qualité de vie des malades qui sont atteints de maladies vectoriellatiques est un gros problème. Leur permettre l'accès aux soins, aux traitements et aux droits sociaux et lutter contre les discriminations dont ils sont victimes. L'association France Lyme œuvre pour les malades. Nous avons un service référent qui conseille qui conseille les malades au niveau de l'errance médicale et qui donne une orientation vers les médecins et les soignants de notre réseau. Nous avons eu 1542 demandes en 2018. Nous avons également un service écoute. Nous avons eu à peu près 15 entretiens par mois depuis 2018. Nous avons également un service destiné aux enfants. Nous mettons à disposition un kit de prévention et d'information. Nous avons maintenant également, comme le disait Stéphanie tout à l'heure, un service juridique pour l'accompagnement des actions en justice.
Alors pour nos adhérents, nous mettons à disposition tous les services que nous venons d'évoquer, référents, écoute, enfants, médico-social. Et puis nous développons également des sections locales. Aujourd'hui, nous en avons 17. Et ces sections permettent de créer du lien social. C'est extrêmement important. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de personnes qui sont isolées, des personnes également qui n'ont pas accès à Internet, des personnes qui n'ont pas d'ordinateur. Voilà, donc aujourd'hui, de créer des petits cafés Lime dans des villages, voilà, d'avoir des petites actions locales, c'est excessivement important. Donc nous informons également nos adhérents par l'envoi de lettres d'information mensuelles. Et puis nous participons à des collectes de fonds, par exemple comme la course des héros qui se déroulera le 16 juin à Lyon, également à Paris. Alors l'association France Lyme pour les médecins, nous avons également un soutien envers eux. Nous avons un médecin qui fait des formations sur toute la France. Ce médecin est membre de la Fédération française des maladies vectorielles à tiques. C'est Philippe Remond. Le docteur Philippe Remond, aujourd'hui, forme ses pairs en France et nous orientons souvent les médecins généralistes de nos adhérents qui aimeraient être peut-être informés, en tout cas pour ceux qui veulent bien s'ouvrir. Nous les orientons vers le docteur Philippe Remond et nous diffusons les dates de ces formations. Nous répartissons également la charge des demandes d'errance. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a quand même à peu près 250 médecins qui œuvrent pour nous. C'est peu. Les listes d'attente sont de 3 mois, 4 mois, 6 mois, 1 an. Il y a des urgences, donc nous essayons de faire au mieux pour dispatcher ces urgences. Nous mettons en place des supports de prévention avec des flyers, des affiches pour les cabinets, les salles d'attente. Et nous soutenons sur le plan juridique des médecins qui sont attaqués aujourd'hui. Alors France Lyme, c'est aussi du militantisme. Ce sera de plus en plus, d'ailleurs, du militantisme. Comme Stéphanie l'a évoqué tout à l'heure, nous participons au COPIL, ce qu'on appelle le COPIL. Donc, ce sont des réunions au ministère de la Santé. On intervient également sur des réunions auprès de la CNAM. On est particulièrement concerné par les problématiques d'ALD refusées. Nous mobilisons les citoyens par des actions de prévention, donc marchés, salons, conférences. Ça demande beaucoup de temps. C'est aussi la raison pour laquelle on a besoin aujourd'hui de plus de bénévoles. Nous avons fait des dons de panneaux de prévention pour les mairies et nous distribuons des supports de prévention au grand public. Plaquettes, affiches. Ensuite, Stéphanie l'a évoqué, c'est une grande nouveauté. Nous avons pris un conseiller juridique depuis le début de l'année. Nous collectons donc les informations sur les cas de maltraitance, sur les accompagnements de cas d'enfants qui ont été retirés aux parents. Nous en avons quand même traité 3 depuis le début de l'année. Et donc, nous avons actuellement des actions en justice. Nous soutenons donc particulièrement l'action qui a été faite auprès d'un infectiologue du CHU de Dijon. Nous mobilisons les politiques autour du groupe Lyme de l'Assemblée nationale pour tenter d'obtenir un budget de recherche en 2019. Donc, ce sera pour l'année 2020, mais on doit se mobiliser dès maintenant pour pouvoir récupérer quelque chose. Nous exigeons l'application des recommandations de bonne pratique de la HAS de juin 2018. C'est loin d'être le cas partout en ce moment. Et nous dénonçons la non-fiabilité des tests présents sur le marché et également les formations anti-Lyme de médecins. Bien évidemment, aujourd'hui, la prévention, c'est quand même primordial. Donc, on va vous donner quelques informations. Qu'est-ce que la maladie de Lyme ? C'est une maladie qui a été identifiée en 1975 dans une ville de l'Est des États-Unis, dans le Connecticut. Et suite à des cas d'enfants souffrant d'arthrite et de divers symptômes atypiques, cette maladie a été identifiée. Alors, en 1982, c'est pas grave, il y a un biologiste, Burgdorfer, qui a fait le lien avec tous ces symptômes et ces piqûres de tiques, et il a découvert une bactérie qu'il a nommée Borrelia et qui aujourd'hui s'appelle la Borrelia burgdorferi.
Alors aujourd'hui, vous avez, je me souviens l'année dernière, enfin pour ceux qui étaient là, où on était tous dans l'attente de ce fameux, au départ, PNDS, je ne sais pas si vous vous souvenez. Voilà, donc c'est extrêmement important pour nous qu'il sorte. Et d'ailleurs, je voudrais rendre hommage au docteur Raymond et au professeur Paul Trouillat, qui ont œuvré pendant des années et de longs mois pour faire passer ce PNDS, qui s'est traduit aujourd'hui par des recommandations de bonnes pratiques qui sont sorties en juin 2018. Ça, a été une très grande étape dans l'histoire des maladies vectorielles à tiques. Alors, dans ces recommandations, il y a des traitements d'épreuves maintenant qui peuvent être donnés de 28 jours. Il faut savoir que la reconnaissance de la chronicité est là. La non-fiabilité des tests et de diagnostics a été également reconnue. Et puis, il y a un appel d'offres aujourd'hui pour 5 centres de maladies vectorielles à tiques dont je vous ai parlé tout à l'heure, dont on devrait avoir normalement les résultats dans quelques semaines. La maladie de Lyme n'est pas ancienne. On sait que Otzi, la momie des Alpes qui a été découverte en 1991, portait déjà des germes de Borrelia. Le principal vecteur de la maladie de Lyme, c'est la tique. Petit acarien, hématophage, qui fait partie des insectes, c'est un arthropode. Il est de la même famille des araignées. Son cycle de reproduction, c'est de partir des œufs qui donnent une petite larve qui est la forme de la tique qui crée le plus de piqûres. Étant donné sa minuscule taille, elle est très difficilement visible, notamment encore plus si on est piqué dans le dos ou dans les cheveux. La larve fait son repas sanguin sur un petit animal ou sur nous. Ça lui permet de muer et de passer au stade nymphe. La nymphe a le même processus, elle a besoin de sang, elle va piquer quelqu'un ou un animal, un peu plus grand en général, un chat, un chien, un chevreuil, et elle va aussi muer pour donner un mâle ou une femelle. Le mâle ne va jamais piquer. Par contre, c'est la femelle qui a besoin d'un nouveau repas sanguin, et cette fois-ci, elle va s'attaquer plutôt à des grands animaux, les chats, les chevaux, les chevreuils et les humains. Son repas sanguin va lui permettre de produire les œufs dans la terre qui vont de nouveau éclore. La tique préfère vivre dans un climat tempéré et humide, mais il y en a dans le monde entier, notamment en Afrique. Tout au long de l'année, mais surtout de mai à octobre, elle pique. L'hiver, elle est notamment moins active lorsqu'il y a un hiver. Cette année, on ne peut pas dire qu'on ait eu beaucoup d'hiver, donc sa période de ralentissement de son activité n'a plus vraiment cours. Elle habite de préférence dans les sous-bois, les lieux ombragés, dans l'herbe ou dans tout endroit pourvu d'une végétation. C'est-à-dire que dans les jardins personnels, privés ou dans les jardins publics, c'est tout à fait possible de rencontrer des tiques. La tique se met à l'affût, c'est-à-dire qu'elle attend. Elle ne court pas après sa proie et elle se laisse tomber sur la proie qui passe à côté d'elle. Une fois son repas sanguin fait, merci. Dans le cycle complet, on revient sur le cycle avec les animaux et on peut retrouver le stade adulte, le stade de la femelle qui est gorgée, ensuite du stade de larve et du stade de nymphe. Et on voit que les différents animaux qui sont la source de son repas peuvent être différents en fonction de la taille. Les risques de la piqûre de tique, le plus souvent dans les travaux ou dans les promenades en forêt, mais aussi dans les prairies et les espaces verts. Tout le monde peut être piqué et les activités professionnelles liées avec l'extérieur et la nature sont les plus exposées. La piqûre de tique peut passer inaperçue, notamment parce qu'elle est sans douleur. La tique sécrète un anesthésiant qui la rend indolore. Toutes les régions de France sont touchées, jusqu'à 2000 mètres d'altitude environ, ou lorsqu'on est sur la rocaille. Les zones les plus fortement touchées sont en train d'évoluer, notamment à cause du réchauffement climatique, du reboisement ou de la prolifération du gibier qui transporte les tiques d'une région à une autre.
Les études actuelles ne permettent pas de connaître précisément l'incidence de la maladie sur la population française. On sait juste qu'elle est sous-estimée. Alors, on va rapidement détailler l'évolution de la maladie de Lyme dans ces 3 phases, primaire, secondaire et tertiaire. Comme on l'a déjà évoqué, la responsable est une bactérie, spirochète. Donc, qui dit spirochète dit en forme de queue de cochon. C'est la même que pour la syphilis. Dans la phase primaire, on a, mais ce n'est pas systématique, un érythème migrant dont les médecins disent que la caractéristique est une rougeur d'évolution centrifuge. Elle apparaît entre 3 et 30 jours après la piqûre. Et souvent, dans sa 2e semaine, l'érythème pâlit en son centre et il disparaît soit en quelques jours, soit en quelques semaines. C'est primordial, parce qu'aujourd'hui, quand on a un érythème migrant, on sait qu'il y a trace de contamination. Donc, c'est souvent associé à des symptômes de fébrilité, avec des frissons, syndrome grippal, courbatures, maux de tête. L'apparition de l'érythème n'est pas systématique. Et très souvent, si on n'a pas de traitement, c'est là que les complications commencent. Donc, dans la phase secondaire, on appelle ça la dissémination. Elle débute entre quelques semaines à quelques mois après le début de la phase primaire. Les symptômes sont très variés. Ils peuvent être cutanés, comme dans l'érythème de la phase primaire. Ils peuvent être sous forme de nodules situés au niveau d'un pavillon de l'oreille ou du mamelon. C'est une phase qui se manifeste essentiellement par des signes neurologiques, méningite, névrite, souvent très douloureuses, avec des vertiges, des maux de tête, des malaises, des sensibilités cutanées qui sont exacerbées. Des signes rhumatologiques également, avec atteinte de diverses articulations, les genoux très souvent, ces articulations deviennent très douloureuses. Des formes de rhumatisme avec des douleurs diverses et changeantes qui évoluent par poussée, espacées de périodes de rémission. Une uvéite, donc une grosse difficulté à supporter la lumière, des troubles du sommeil, de la fatigue générale, voire de l'épuisement. Et puis dans sa phase tardive, qui peut survenir des mois, voire des années après l'infection, on retrouve donc des manifestations neurologiques et des lésions démyélénisantes proches de la sclérose en plaques. Des signes rhumatologiques proches de ceux de la polyarthrite rhumatoïde et parfois des signes dermatologiques, des plaques violacées évoluant vers la sclérose associée à des arthrites et des neuropathies. Alors comment s'y retrouver dans tout ça ? On a quand même des signes cliniques extrêmement variés et variables. C'est un vrai casse-tête pour le médecin, c'est une incompréhension pour le malade et ça amène souvent une grande lassitude. Les tests de dépistage, on les a déjà évoqués tout à l'heure. On sait qu'ils ne sont pas fiables. Néanmoins, aujourd'hui, c'est une phase quasi obligatoire pour le diagnostic. Pas pour le diagnostic, mais quand on veut obtenir un minimum de reconnaissance. Donc, si le test ELISA, on fait d'abord un test ELISA. S'il est positif, on fera ensuite un Western blot. Et donc là, le diagnostic peut être posé si le résultat est positif. Comme je vous le disais, il y a un nombre très important de faux négatifs aux tests commercialisés. Alors, une des raisons, c'est que Borrelia burgdorferi est dominante aux États-Unis, mais minoritaire en Europe. En France, les formes de Borrelia qui sont le plus souvent présentes sont Afzeli, Guarini, Valaisiana, Spialmani. Donc, on a une estimation de 30 à 55% de faux négatifs à la maladie. De plus, la maladie de Lyme est encore considérée comme une maladie rare. Donc, les tests sanguins sont étalonnés pour que le taux de positivité chez les adultes sains ne dépasse jamais 5%. Donc, le professeur Perron a souvent coutume de dire « Il est donc possible d'être positif à Strasbourg et négatif à Bordeaux ». Le diagnostic est difficile, les analyses sont trompeuses. Donc, on en arrive à un diagnostic de la maladie qui n'est pas aisé. Il y a une mauvaise connaissance tant par les médecins que par le grand public. On a donc une non-fiabilité de ces tests sanguins. Et le diagnostic est difficile car beaucoup de malades ne se souviennent d'aucune piqûre de tique. En raison de très nombreux symptômes qui peuvent se présenter, on appelle cette maladie, comme on l'a aussi nommée pour la syphilis, la grande simulatrice.
Donc on se retrouve avec des diagnostics erronés de mononucléose, d'arthrite rhumatoïde, de fibromyalgie, et ce ne sont que 3 exemples. Alors, il n'y a pas que la Borrelia dans les tiques, mais il y a beaucoup d'autres infections. Alors, on peut dire co-infection, infection au niveau de la maladie de Lyme. Alors, on va vous en citer quelques-unes, la Babesia, la Coxiella, la Bartholina, l'Anaplasma, la Rickettsia, le virus de l'encéphalite à tique. Une seule tique peut être porteuse de 4 à 5 agents parmi une quarantaine d'agents pathogènes différents, bactéries, parasites, virus, dont certains sont totalement inconnus. Alors, pour éviter d'attraper la maladie de Lyme, évidemment, il faut éviter de se faire piquer. Pour cela, il faut faire de la prévention. Lorsque vous vous promenez en forêt, il faut porter des vêtements clairs, couvrant si possible la totalité de votre corps. Ne pas hésiter à rentrer le pantalon dans les chaussettes et à porter des chaussures fermées. Enduire les parties non couvertes de la peau d'un produit répulsif. Ce sont des tests répulsifs en cours en 2017. Et en balade, restez autant que possible sur les sentiers. C'est moi ça? Pardon. Ça fait rire. De quoi? Ah oui, oui. Excusez-moi, j'avais oublié une diapo. Alors, après toute exposition, il faut inspecter minutieusement l'ensemble du corps. Alors, ça va du cuir chevelu, derrière les oreilles, les parties intimes et les jambes. Il faut procéder à un contrôle tactile. Les larves et les nymphes, ils sont difficiles à voir. Examinez régulièrement vos animaux de compagnie, les équiper de colliers antitiques et évitez de dormir avec les animaux de compagnie, bien sûr. Tondre les pelouses régulièrement et se débarrasser des déchets végétaux pour limiter la prolifération des tiques. Alors, si vous voyez une tique, surtout pas prendre une pince à épiler comme certaines personnes l'ont fait. Je ne nommerai personne. Donc, il faut prendre un tire-tique et un désinfectant. Vous glissez le tire-tique juste en dessous de la tique, comme vous le voyez sur le dessin qui est fort bien fait et qui est certainement mieux expliqué que moi. Donc, une fois que vous avez glissé le tire-tique, vous tournez par le manche et vous tournez délicatement et hop, la tique s'en va. Vous désinfectez bien. Et un dernier conseil que je vais vous donner, c'est vous notez la date du retrait de la tique. Parce que si vous n'avez pas d'érythème migrant, c'est important de noter la date où vous avez été piqué. Je vous remercie. Ah, d'accord. Oh, je n'avais pas prévenu ça. Donc, vous avez également d'autres voies de transmission que la piqûre de tique. En l'état actuel de la connaissance, il y a la transmission materno-fétale qui a été prouvée à ce jour. La transmission sanguine, bon, c'est un risque potentiel. Et la transmission sexuelle n'est encore pas prouvée à ce jour. Alors maintenant, on va vous proposer le regard d'un médecin sur la maladie. On va demander au docteur Yves Gadiolet, qui est notre médecin référent, de nous faire un parcours, qui va nous expliquer le parcours patient. Bonsoir. Alors, je suis le docteur Gadiolet, je travaille à l'hôpital de Tarare, à 40 km d'ici, médecin pneumologue de formation, et j'ai une partie de mon activité, c'est la spécialité, et puis l'autre partie, c'est de la médecine polyvalente. Et donc, c'est plutôt au titre de la médecine polyvalente que j'ai découvert la maladie de Lyme. Mais comme j'ai les 2 casquettes, au titre de la spécialité, tous les spécialistes voient des gens qui sont porteurs de maladie de Lyme dans leur spécialité, parce que c'est une maladie qui donne toutes sortes de symptômes et qui touche tous les organes. Quand je parle de mon expérience et de l'expérience locale qu'on a avec mes confrères qui sont ici présents, une partie de mes confrères, et avec qui on s'est déjà réunis pour les formations avec Dr Philippe Raymond. Et puis ensuite, grâce à France Lyme, aux réunions déjà annuelles. Et puis il y a eu la création du Club Lyme par les Dr Philippe Raymond, Marie Mas et Alexis Lacou. Il y a Alexis et Philippe ici présents.
qui nous ont permis de nous réunir tous les 2 mois. Et on avance beaucoup en échangeant les informations. Et puis je remercie aussi les professeurs d'université, professeur Toyas et le professeur Michel Franck, vétérinaire, qui aussi, par leur expérience, toutes leurs connaissances, nous coachent et nous aident à avancer. Alors, on a eu la présentation conventionnelle, celle qu'on voit de partout, que tout le monde peut lire, qu'on voit dans les journaux. Là, je vais vous faire la présentation différente, c'est celle où c'est tout mélangé, où c'est pas si simple que ça. C'est celle du parcours patient. Et le parcours patient, avant qu'on arrive à savoir quel microbe, quelle durée, quelle histoire de la maladie, eh bien, c'est bien compliqué. Alors, le parcours patient, ça peut être 3 façons de rentrer dans la maladie. Soit c'est la façon classique qu'on a vue, c'est-à-dire des gens qui sont piqués par la tique, qui voient un érythème ou qui ne voient pas d'érythème. Et puis, dans les mois, après parfois une période sans symptômes, commencent à avoir des problèmes de santé et qui sont compliqués, qui sont atypiques et qui posent des problèmes diagnostiques et de prise en charge. Mais il y a des gens aussi qui, c'est pas leur histoire, les piqûres de tiques, et qui, un jour, suite à un ennui de santé, une intervention chirurgicale, un accident, un stress familial, psychologique, un deuil, un harcèlement moral, un burn-out, vont déclencher des symptômes qui vont être atypiques et puis des symptômes qui ne vont pas passer. C'est-à-dire que le stress ou l'histoire, l'intervention chirurgicale, normalement, on se remet. Et on se remet en quelques jours, quelques semaines. Et puis là, c'est des gens qui se remettent jamais. Un stress, un burn-out, etc., on peut finir par s'en sortir. Mais c'est le début de la catastrophe. Et puis, encore une autre façon, c'est des gens qui sont malades, ils en ont marre d'être malades et ils veulent chercher, ils veulent trouver, puis on ne trouve rien. Et puis, quand on commence à les interroger, on leur demande depuis quand vous êtes malade. Puis ils disent, depuis quand, ils cherchent. Et puis, j'ai toujours été malade, en fait. Et voilà. Et maintenant, ça commence à m'énerver où je peux vraiment plus rien faire. Donc, c'est des gens qui sont nés peut-être avec les microbes. C'est là où on voit qu'il y a certainement une transmission materno-fétale parce qu'ils ne se rappellent pas du tout avoir été piqués ou dès qu'ils étaient petits, ils étaient malades. J'ai une personne qui m'a dit mais moi, à l'école, j'y allais jamais le jeudi ou le vendredi ou jamais le vendredi parce que j'étais déjà trop fatigué à partir du milieu de la semaine. Et donc, voilà, il y a des gens qui ont fait ça toute leur vie, et puis à un moment, ils peuvent vraiment plus avancer. Alors, les symptômes majeurs, on les a vus, c'est la fatigue, des troubles neurologiques très divers et variés, et les douleurs articulaires. Les douleurs articulaires, mais douleurs musculaires, douleurs tendineuses, douleurs dans les organes, etc. C'est vraiment toutes sortes de douleurs et qui sont variables. Alors, c'est pas très précis et c'est pas facile d'avancer. Et quand on connaît ça, nous, ça va assez vite, on voit ce que ça peut être. Alors, finalement, ça permet de revenir aux recommandations de l'HAS qui ont défini le SPPT, qui était déjà défini dans les recommandations 2014 du Haut Comité de santé publique. C'est un syndrome polyalgique avec de la fatigue et puis des troubles cérébraux. Et il peut y avoir la notion de piqûre de tique en souvenir, en trace, et ou la notion de piqûre de tique possible, c'est-à-dire des gens qui ont fréquenté la campagne, qui ont vécu à la campagne ou qui vont dans les espaces naturels.
Donc ça, finalement, là, ça a l'avantage d'être reconnu. Au jour d'aujourd'hui, le SPPT, c'est reconnu, c'est écrit dans les recommandations de bonne pratique, même si nos collègues infectiologues trouvent que c'est trop vague et que ça ouvre la porte à toutes sortes de dérapages. C'est reconnu, donc on peut parler de SPPT. Alors, le problème, donc, quand les gens ils ont ça, et voilà, c'est bien beau d'être fatigué, d'avoir des douleurs, mais il faut trouver ce qu'on a. Donc, notre travail de médecin, c'est d'abord d'interroger les gens et puis de les examiner. Et les examens, on trouve l'examen de la maladie de Lyme et des maladies transmises par l'éthique est souvent assez pauvre. Ça donne pas beaucoup d'anomalies, à part quand il y a les douleurs articulaires, les gonflements articulaires et les paralysies, bien sûr. Mais sinon, c'est souvent des symptômes qui sont très importants, très violents à l'intérieur, mais qui ne sont pas mesurables. Donc, on fait des examens, on ne trouve rien. Alors, quelque part, tant mieux. Ce n'est pas une maladie de type cancer ou ce n'est pas d'autres maladies qui peuvent être graves aussi. Donc, quelque part, c'est déjà ça. Et puis, vous allez plus vite que moi. Oui, si, c'est bon. Alors, comme on voit rien, qu'on fait des examens, il n'y a rien. Les prises de sang, c'est quasiment tout le temps normal ou très souvent normal. Eh bien, la médecine classiquement conventionnelle, comme elle ne connaît pas ces maladies vectorielles lactiques, elle va essayer de les classer dans là où on peut classer. Alors, ça va être la dépression, le burn-out, parce qu'on imagine que la dépression donne des douleurs. Alors, ça va donner des insomnies, bien sûr, les troubles psychologiques, mais voilà, tout ne rentre pas, les troubles digestifs, les vertiges, etc. C'est pas de la dépression, ça, mais alors le syndrome de fatigue chronique, bon, voilà, mais une fois qu'on a dit ça, on n'est pas plus avancé. La fibromyalgie, c'est des douleurs, c'est un peu comme le SPPT, mais c'est un fourre-tout aussi, il n'y a pas de traitement, on ne sait pas la cause. Et puis voilà, après c'est carrément, je ne sais même pas, vous êtes en dépression, burn-out, c'est secouez-vous, bon arrêtez, voilà, on est presque simulateur. Ou des sortes de trucs compliqués en disant c'est que vous sentez trop vos douleurs, alors il faut vous désensibiliser, il faut que vous appreniez à moins attacher d'importance à vos douleurs. Voilà, quand ça fait mal et qu'on a mal, on a mal. Et quand on prend des antibiotiques, ça disparaît comme par hasard. Donc, alors, comment s'en sortir ? C'est revenir, puisque vous avez vu que les examens, et alors on reviendra dans les questions ensuite, certainement, les examens, même les examens de recherche de microbes, sont souvent négatifs ou faiblement, ou des sujets à caution. Donc, c'est pas là-dessus qu'on peut vraiment avancer. Donc, nous, on va se concentrer sur la clinique. C'est-à-dire, finalement, comme il y a beaucoup de symptômes, on va essayer d'en faire quelque chose de ces symptômes. Et à force de faire ça, on commence à bien comprendre, à pouvoir faire le diagnostic sur les symptômes. Donc, les symptômes, c'est le contexte déjà. Et puis ensuite, c'est la symptomatologie qui est basée sur la triade. Et alors, dans ces maladies transmises par l'éthique, il n'y a pas que la maladie de Lyme, c'est des maladies infectieuses multiples souvent. Les grandes caractéristiques, pour nous, ce qui nous évoque assez rapidement qu'on est bien dans ce type de maladie, c'est la multiplicité des symptômes. Je dis aux gens, alors vous avez 40 ans, soit vous avez une maladie ORL, une maladie neurologique, une maladie cardiaque, une maladie digestive, une maladie articulaire, une maladie psychologique, soit vous n'avez qu'une maladie qui donne tout ça. Donc c'est pas de chance s'ils ont 36 000 maladies, soit il faut se concentrer sur un ou plusieurs microbes qui donnent l'ensemble des symptômes. Donc déjà, quand il y a beaucoup de symptômes, les gens qui n'ont qu'un seul symptôme, qui n'ont qu'une névralgie ou qu'un truc, ça c'est quand même difficile, c'est souvent pas la maladie de Lyme, bien que ça puisse l'être quand même. Attendez, avant.
Ce qui est important aussi, c'est la variabilité dans le temps et dans l'espace. C'est-à-dire des gens qui ont maladie ici, puis après mal là. Au début, c'est une maladie qui peut être intermittente. On a des périodes où on n'est pas malade, puis il y a des périodes où il y a des poussées. Mais si on est une fois au début, ça va être une fois des vertiges, puis une fois des maux de tête, puis une fois des maux de ventre, puis une fois des diarrhées, des bacs diarrhéiques, et puis une fois, etc. D'autres troubles. Et puis ensuite, tout est lié, mais ça se déplace dans les organes et ça se déplace en intensité dans le temps. Et puis l'absence d'autres diagnostics, finalement, s'il n'y a rien d'autre, alors c'est peut-être bien que ça peut être ça. Alors, comment on utilise? Alors, on utilise tous des questionnaires. Chacun a ses questionnaires qu'il a travaillé, qu'il a transformé, mais on utilise tous des questionnaires pour essayer d'aller chercher justement la multiplicité des symptômes. Et ensuite, quand on soigne les gens, pour voir si les symptômes y passent et s'ils passent tous. Parce que si on en reste à l'interrogatoire, ça va mieux, ça va pas mieux, les gens en général disent ça va pas mieux. Quand on a fait une cure d'antibiotiques. Pourquoi ? Parce que pour le patient, lui, ça va mieux. Ça veut dire que je suis plus malade, donc il a des disparitions de tous ces symptômes. Pour nous, s'ils ont amélioré 4 symptômes sur 10, c'est déjà pas mal. Ça veut dire qu'on avance. Mais le malade, lui, il les voit pas comme ça. Il voit toujours les symptômes qui restent. Donc voilà un peu tous les symptômes, toutes les grilles. Alors on va passer. Voilà, donc on fait le tour un peu de toutes sortes de symptômes. Et alors, ce qu'on ne dit pas souvent, mais c'est que pour nous aussi, on arrive à avoir une idée que ça peut être ces maladies-là et avoir une idée aussi des fois du type de microbe qu'après on tâchera de trouver par certaines analyses. Mais il y a des symptômes qui sont quand même assez caractéristiques de ce genre de maladie, puis qu'on ne trouve pas bien dans d'autres maladies. J'en ai ciblé quelques-uns. C'est des douleurs, mais les gens ils disent le machin, le paracétamol, ça me fait rien, ou ça me fait pas grand-chose, j'en prends plus. Le tramadol, oui, mais non. La morphine, j'ai essayé, mais c'était pas pire, puis ça me faisait des malaises et des effets secondaires, etc. C'est-à-dire que c'est assez peu sensible aux anti-inflammatoires, aux autres, alors que d'habitude, les autres maladies, les antidouleurs sont plus efficaces. C'est des insomnies et par exemple les insomnies aussi souvent les gens ils disent j'ai essayé ça, ça me fait rien, ou alors je suis dans le potage le lendemain ou ça fait rien, donc c'est vraiment des symptômes un peu bizarroïdes. De la fatigue aussi qui passe pas, rien n'y fait, ils ont beau dormir, ils ont beau se reposer, c'est toujours il n'y a pas de traitement qui soit efficace. Et puis alors un truc qui nuit beaucoup aux patients, mais ça nous sert aussi, c'est bon aspect général extérieur. Je dis la carrosserie, ça se voit pas, la carrosserie est propre, tout va bien, mais dedans ça fonctionne tout mal. Donc c'est-à-dire que les gens, alors ça nuit beaucoup parce que les gens, on leur dit ouais mais c'est bon, mais t'as bonne tête, mais ça va, secoue-toi, mais t'as pas l'air malade, si tout le monde était malade comme toi, voilà. Donc, et ils voient pas que c'est tout fracassé dedans, c'est tout coincé, et que c'est et que voilà. Et alors nous aussi, on les voit arriver, ils ont une assez bonne tête, et donc voilà. Alors comment on le voit, c'est que quand même, ça se voit parce qu'ils marchent lentement, ils boitent, ils sont en fauteuil roulant, ils ont des béquilles. Ils ont une lenteur, des fois, avant de sortir les papiers, voilà. Là, on peut voir de l'extérieur sans que les gens aient besoin de donner leurs symptômes. Mais souvent, ça ne se voit pas tellement de l'extérieur, alors que vraiment, c'est des maladies. Alors, ça nuit parce que, bien sûr, les gens qui ne veulent pas y croire, quand on voit l'aspect du malade, nous, on a tous, quand vous souriez à un dentiste, il sait vos dents. Donc nous, quand les gens, on leur dit bonjour et ils rentrent dans la pièce, déjà, on a une idée de pourquoi ils viennent. Donc quand ils sont bien souriants, bien pimpants, machin, on se dit c'est bon, voilà. Alors nos collègues, je sais ce qu'ils pensent, nos collègues qui veulent pas y croire, ils pensent tiens, c'est encore un qui vient m'emmerder, et voilà. Donc alors il y a certains symptômes qui sont vraiment typiques. Les gens ils décrivent des trucs ils ont du mal à le décrire et qu'on a du mal à comprendre. Ils disent ça me fait mal dans les os, je sens tous mes os.
J'ai mal jusqu'au fond des os. Bon, ok. Ou dans les dents, c'est mes dents, mais c'est pas une rage de dents. J'ai mal dans les dents, je sens mes dents. Des douleurs, aussi des douleurs piquées violentes qui traversent le corps comme ça, quelques secondes, et ça fait super mal. Et puis ça va être un jour là, un jour là, un jour là. Pourquoi ? On n'en sait rien, mais c'est assez évocateur. Les gens, ils sentent des trucs, des bulles, ça claque dans le cerveau. Ils sentent leur cerveau qui pense, qui bouge. Ils sentent des trucs qui paraissent farfelus, mais c'est désagréable et ça revient. C'est-à-dire que nous, ils nous le disent. On ne va pas l'inventer. Il y a toute l'hypersensorialité. Alors ça, c'est horrible. C'est craindre la lumière, craindre les sons, craindre les trucs. Il y a une dame l'autre jour, elle me disait, j'ai repris à mi-temps, mais alors elle est hypersensible. Donc elle dit, je suis dans un open space. C'est horrible. Tous les autres qui parlent et tout. J'arrive plus, je deviens folle. Donc alors les gens, ils se replient sur eux-mêmes. L'hypersensibilité de la peau, il y a des endroits il ne faut pas toucher. Les gens ils disent, j'aime pas qu'on me touche, il ne faut plus me toucher. Bon, ok. Alors en plus, dans les couples, tout ça, ça arrange rien. Il y a les hallucinoses. Les hallucinoses, c'est des gens qui voient. Alors ils le disent jamais, parce que sinon ils passent pour des fous. Donc, et même des fois le conjoint ou le parent, il dit, tu vois ça ? Et pourquoi on dit, vous n'avez pas des ombres, des chats, des bestioles ? Elle dit, si, je vois des souris, je voyais les souris devant la télé. Et ça me faisait. Alors il y en a qui n'ont pas peur, ils disent, je leur disais, mais ils me disaient tous, oh non, t'es fou, il n'y a pas de souris. Ou sinon les gens ils voient, ils disent, je vois une présence, ou voilà, il se trouve des talents médiumniques. Je sens une présence, ou je vois je vois des trucs où il y a une dame l'autre jour, elle me disait, j'ai peur en voiture parce que les panneaux, d'un coup c'est une forme, c'est quelqu'un, donc j'ai peur qu'il traverse. Et c'est horrible, en fait, c'est horrible. On en rit, mais c'est horrible. Et il y a plein de choses comme ça. Et ça, ça n'existe pas bien, ça ne correspond pas bien à d'autres maladies. Ce n'est pas des maladies psychiatriques. La labilité émotionnelle aussi, des gens, ils font tomber leur truc, ils se mettent à pleurer parce que c'est tombé, ou ils se mettent à avoir des changements caractériels, ou plus rien supporter, puis ils disent, je me rends compte en plus. Et voilà. Et puis des idées suicidaires sans dépression. Il y a des gens qui disent, j'en avais trop marre, je voulais me foutre en l'air, ou qui ont essayé. Et puis malheureusement, on sait qu'on peut perdre des gens. Et il y en avait un prof de sport l'autre jour qui me disait, mais voilà, il a été en psychiatrie, etc. Avant qu'on trouve, c'est la psychothérapeute qui lui a fait le diagnostic de la babésiose et qui me l'a envoyé. Et alors qu'il avait fait déjà un parcours, et il s'était tout coupé, il a failli mourir, coupé des grandes entailles du truc. Il dit, mais je voulais pas mourir, je veux vivre, moi, j'adore la vie, je veux vivre, mais je voulais que ça s'arrête, j'en pouvais plus. Donc c'est des sortes de suicides, d'idées suicidaires qui sont terribles. Les gens peuvent se faire du mal ou disparaître. Les modifications caractérielles, ce qu'on appelle le brouillard cérébral, ça, les gens ils comprennent assez bien, ça se comprend assez bien, ça fonctionne pas bien. L'impossibilité du multitâche dans tout ce qui est brouillard cérébral, c'est-à-dire que je vais à la cave chercher quelque chose, et puis je vois quelque chose qui est par terre, je le ramasse, et puis je reviens. Parce que la tâche que j'avais prévue, elle s'arrête dès lors que je fais une autre tâche. Je pars, je suis dérangé, le truc est sur le feu, j'oublie, etc. Je prends ma voiture, et puis il faut passer à 2 endroits. Je passe à un et je rentre, et je suis content parce que j'ai tout fait ce que je voulais. Puis d'un coup, on dit, et t'es pas passé chercher le pain ? Ah ben non. Voilà. L'oubli des mots, la dyslexie, je vous ai mis en dessous, la dyslexie, des gens qui n'étaient pas dyslexiques, et puis d'un coup, il y a toutes les lettres, mais elles sont tapées à l'envers. Manque de précision des mouvements, de déplacement, les gens qui disent je prends le truc et puis je le fais tomber, je fais renverse les verres, je mets le pied droit et tac, il est à côté de la marche, etc. Ça, c'est quand même assez typique. L'examen clinique, voilà, on a dit. Ensuite, comment sortir quand c'est tout ça, on a le droit de faire un test thérapeutique depuis 2014-2018. On donne un traitement antibiotique, même si les sérologies sont négatives. Et avec ça, on est bien avancé, parce qu'on voit ce que ça donne.
Et en théorie, le grand flou artistique, c'est après, c'est-à-dire que les gens qui commencent à s'améliorer, c'est pas dit ce qu'on doit faire. Alors, on continue parce que quand ils s'améliorent, souvent il faut plusieurs cures d'antibiotiques. On continue, mais là on est un peu dans le flou artistique. Avec tous les traitements, on arrive à au moins 70% d'amélioration nette et de rémission et de guérison. Il n'y a que 20 à 25% de gens où on ne sait pas comment les soigner, on n'y arrive pas. Et puis possibilité de rechute, mais quand il y a des rechutes, ça veut dire déjà qu'on allait mieux et qu'on était amélioré. En général, les rechutes, ça se traite, on traite pareil que la première fois. Merci beaucoup, Dr Gadiolet, pour votre exposé. Merci. Tu peux rester là. Alors, notre association est une association d'intérêt général. Et donc, nous portons des projets où il y a des citoyens, des citoyennes qui se mobilisent pour faire avancer la cause. Nous allons vous présenter un projet qui s'appelle LET, le Lyme Europe Tour, qui est porté par Déborah Jublin, qui nous rejoint. Voilà. Et en fait, Déborah va réaliser un état des lieux des pays européens sur la problématique des maladies vectorielles-latiques. Voilà. Donc, par rapport aux tests, par rapport au diagnostic, par rapport aux prises en charge des malades, le parcours de soins, les traitements existants, conventionnés, conventionnels, etc. Donc, Déborah, nous te laissons présenter. Bonjour, merci à toutes et à tous, mais surtout merci à France Lyme de m'accueillir pour vous présenter ce projet aujourd'hui. Donc, en quelques mots, je vais me présenter. Je suis naturopathe depuis 11 ans maintenant. Je suis installée à côté de Néron et il y a 3 ans et demi, je me suis intéressée à la maladie de Lyme parce que j'avais un ami qui était concerné et de là est né le collectif Lyon Lyme & Co qui rassemble des thérapeutes et des médecins et nous réfléchissons ensemble sur les différentes approches de traitement de la maladie de Lyme et des maladies vectorielles-latiques. Suivant. Donc, de toutes ces recherches qu'on a faites, de tout ce travail qu'on a fait ensemble, est né le projet Lyme Europe Tour. Donc, le projet, c'est de référencer les pratiques actuelles et réaliser un état des lieux des pratiques européennes au niveau des tests de dépistage et de diagnostic des maladies vectorielles-latiques, la prise en charge des malades, les traitements existants, conventionnels, non conventionnels et innovants. Donc, travailler sur les pistes de recherche, de techniques innovantes et les modes de prévention. Donc, voilà, vraiment, le projet Lyme Europe Tour, c'est d'aller dans chacun des pays européens et de faire un état des lieux de toutes ces pratiques. Donc, je vais traverser tous les pays d'Europe et rencontrer différentes personnes. Donc, rencontrer des médecins formés et non formés aussi, parce que j'imagine que dans les autres pays en Europe, on a la même problématique. Rencontrer des thérapeutes, rencontrer des associations de malades de Lyme, rencontrer des laboratoires de biologie et peut-être même des autorités de santé nationale. Alors, pour ce faire, je suis en train de monter des questionnaires avec la collaboration des médecins français notamment, qui seront donc utilisés pour faire tout cet état des lieux et je vous parlerai donc tout à l'heure. Donc, ce projet est en lien avec la résolution du Parlement européen dont Stéphanie vous a rapidement parlé, puisque le Parlement européen encourage la Commission à collecter autant d'informations que possible et demande la planification et la création de projets innovants. Ça tombe bien. Donc, au niveau du projet, c'est un projet qui a des valeurs, c'est un projet intégratif, c'est-à-dire qu'il va y avoir une collaboration de toutes les médecines et de toutes les associations. C'est un projet indépendant, ça c'est la partie la plus difficile, sans conflit d'intérêts, au niveau notamment du financement. Et c'est un projet humanitaire et solidaire. Ça, je vous en parlerai pour ceux qui veulent tout à l'heure. C'est la structure du projet. Suivant. Suivant. Donc, voilà, ce projet, donc, qui n'est plus un projet, à partir d'aujourd'hui, officiellement, c'est le lancement du Lyme Europe Tour. Donc, nous allons partir le 22 septembre pour l'Espagne et le Portugal. Et puis ensuite, l'Italie,
la Croatie, la Slovénie, l'Autriche, la Hongrie, la Slovaquie, la République tchèque, Pologne. Si les financements le permettent, j'irai jusqu'en Lituanie, Lettonie, Estonie, les pays du Nord, Suède, Norvège, Finlande, et puis ensuite Danemark, Pays-Bas, Belgique, et également, si les financements le permettent, Royaume-Uni et Irlande. Suivant. Au retour, l'idée, à travers ces questionnaires, c'est justement de récolter un maximum d'informations sur ce qui se pratique dans les autres pays, et c'est de faire un rapport de recherche destiné aux médecins et aux thérapeutes, peut-être destiné au Parlement européen, à voir si ça peut les intéresser par rapport à la résolution qu'ils ont fait paraître. Un livre grand public en collaboration avec un écrivain ou un journaliste d'investigation, des parutions presse et surtout des conférences en France, peut-être même à l'étranger, en collaboration avec les associations Lyme que j'aurai rencontrées et en partenariat avec des médecins qui voudront animer avec moi des conférences. Alors, c'est un projet, comme je vous le disais, indépendant, notamment au niveau financier, donc il y a bien sûr un coût. En fonction des fonds récoltés, l'étude sera plus ou moins élargie. Je suis partie sur un projet environ sur 14 mois, 45 000 euros, 18 mois, 60 et 24 mois, 75 000. Au niveau du financement, il y a un financement participatif qui a été lancé. Donc, vous avez mes 2 stagiaires que je remercie d'être présentes et de m'accompagner dans le montage de ce projet, Chloé et Emma. Donc, tout à l'heure, vous pourrez venir nous rencontrer après la conférence. Et on a monté un financement participatif sur la cagnotte GoFundMe. Voilà. Attends, juste avant. Hop. Par sponsoring et par mécénat. Donc là encore, on va y travailler. Et par subvention. Donc, comme je vous le disais, soutenez-nous. C'est un projet citoyen, solidaire, financé par tous ceux qui le souhaitent faire progresser la connaissance collective de la maladie de Lyme et des maladies vectorielles à tiques. Voilà. Alors, à date, mes soutiens, il y a de nombreuses associations Lyme en France et en Europe, dont l'ILADS, de nombreux médecins, dont les médecins qui sont là aujourd'hui, du réseau Chronimed, l'association Travel with a Mission. Alors, pourquoi ? Parce que ce projet, ce périple, je ne vais pas le faire toute seule. J'appelle Or et Axel, qui seront avec moi pendant tout ce voyage, ce périple, qui vont m'accompagner dans les recherches et qui seront avec moi. Chacun a une mascotte qui est en relation avec les tiques. La poule landaise. Pourquoi la poule landaise ? La poule landaise mange 300 tiques à l'heure et le renard roux mange des rongeurs qui sont bourrés de tiques. Voilà, donc ils seront avec moi pendant tout le voyage. Et donc, nous allons également aller dans des écoles faire une mission de prévention en partenariat avec une association qui s'appelle Travel with a Mission. Donc, il y a aussi d'autres fondations, dont la Fondation Eurapi, la société Autom. Alors, la Fondation Eurapi, on va développer un origami de prévention sur la maladie de Lyme. Et avec la société Autom, donc la société qui commercialise les tire-tiques, et puis beaucoup à venir. Voilà. Je vous remercie et je vous invite à accueillir Émilie Burel, qui a un magnifique projet également. Merci beaucoup, Déborah, pour ce très beau projet. Alors, nous allons accueillir maintenant une autre personne que nous soutenons, voilà, qui est en train de réaliser un documentaire qui s'appelle « Vous avez dit Lyme ». Donc, c'est Émilie Burel. Donc, on va vous présenter le teaser et ensuite, Émilie viendra présenter son projet. Voilà, donc Émilie va nous donner 2 mots sur son documentaire qui sortira à la fin de l'année, je crois. Donc, bonsoir à tous. Alors là, en fait, ce que vous avez vu, c'était le teaser fait avec les premiers rushs, réalisé avec un tout petit budget, donc ça s'est amélioré depuis. Voilà, donc l'idée, c'est de faire un documentaire scientifique donc sur la controverse qui persiste encore actuellement. Donc c'est pour ça que j'ai interviewé vraiment les médecins des 2 bords, des chercheurs, des biologistes,
Il y aura beaucoup de chercheurs. Du coup, je vais notamment aller à Dublin à une conférence sur les crypto-infections. Donc, vraiment, c'est une enquête qui aura duré 1 an. Et j'espère qu'à la fin, ça fera un film vraiment exhaustif. Enfin, c'est difficile d'être exhaustif sur le sujet, mais disons qu'on va balayer l'ensemble de la problématique. Voilà, je ne vais pas faire plus long parce qu'on est un petit peu pressé. Et je remercie tout le monde parce que du coup, donc, j'ai réalisé un financement participatif. Donc voilà, qui a réussi. Donc je remercie toutes les associations qui m'ont soutenue et tout le monde qui a participé. Et donc le film aura un budget assez conséquent qui permettra donc de faire un travail de qualité. Le film sera projeté en festival. Je vise des festivals de documentaires scientifiques. Et ensuite, on pourrait réaliser donc des projections débats et également ensuite le diffuser à plus grande échelle en DVD. Voilà. Et puis bien sûr aussi le passage à la télé, quoi. Voilà, merci. Merci Émilie qui a mis 2 ans de sa vie entre parenthèses pour faire ce documentaire. Voilà, donc maintenant nous allons demander à des docteurs de venir nous rejoindre, à des médecins. Je vais demander déjà le docteur Gadiolet qui est avec nous, voilà, qui est maintenant donc pneumologue, vous le savez, à l'hôpital Nord de Tarare, qui a un engagement vraiment sans faille et ne cesse de gérer des situations d'urgence que nous lui adressons sans arrêt. C'est notre médecin référent. Alors nous allons accueillir le professeur Paul Trouillat, neurologue émérite, grand défendeur de notre cause. Il a œuvré avec le docteur Philippe Raymond durant plus de 2 ans, vous expliquez, au ministère pour sortir les recommandations de juin 2018. Il est membre de la Fédération française des maladies vectoriellatiques et il participe à nos rendez-vous avec les députés et il nous fait l'honneur d'être parmi nous ce soir. Le professeur devra nous quitter vers 18h pour rejoindre le plateau télé de France 3 pour un direct, puisqu'il nous représentera aujourd'hui, puisque c'est la journée nationale du déni des maladies vectoriellatiques. Et donc, il fera un direct pour la cause tout à l'heure. Donc, dans une demi-heure, voilà. Je vais également appeler le professeur Michel Franck, qui est un chercheur dans l'âme, professeur des écoles vétérinaires en France, 30 ans de recherche et de développement sur la méthode PCR, fabricant depuis 12 ans des kits diagnostiques pour les maladies vectoriellatiques et PDG de la société Diagnucléis. Merci, professeur. Voilà. J'accueille également le docteur Philippe Raymond, qui est à l'origine de mon engagement dans la cause, sans qui France Lyme section Rhône-Alpes n'existerait pas, Rhône non plus, qui est membre de la Fédération française des maladies vectoriellatiques, grand acteur des recommandations de juin 2018. Et il est également formateur de ses pairs en France pour les maladies et également grand spécialiste des enfants qui ont des maladies vectoriellatiques. Je vais également appeler le docteur Alexis Lacou, qui est radiologue dans le Cantal, qui écrit des publications scientifiques. Nous avons beaucoup de mal à avoir des médecins aujourd'hui qui écrivent des publications, car c'est par ce biais-là qu'il y aura une reconnaissance encore plus accrue des maladies vectoriellatiques, et qui écrit également des ouvrages, voilà, pour le grand public et ses pairs. J'appelle également le docteur Raphaël Cario, acupuncteur auriculothérapeute. Son engagement lui a coûté quelques mois de suspension d'activité. Voilà, donc nous l'avons soutenu. Son approche des maladies vectoriellatiques est intégrative avec des soins complémentaires. Et il faut savoir qu'il participe à tous nos rendez-vous auprès des députés pour nous soutenir à défendre la cause. J'accueille également le docteur Nathalie Carado, homéopathe et acupuncteur auriculothérapeute, et qui nous aide sur le terrain pour des actions anti-Lyme qui, entre parenthèses, mouille sa chemise parce qu'elle fait des actions qui ne sont pas forcément évidentes, où elle s'infiltre dans des, dans des actions pour nous. Voilà. Et puis j'excuse le docteur Gérard Piot qui malheureusement a eu un problème et ne peut pas nous rejoindre ce soir. Mais je tiens vraiment à l'excuser avec beaucoup de chaleur, puisque c'est quelqu'un qui nous aide énormément, qui est à la retraite et qui garde tous ses patients encore et qui est un humaniste et qui est vraiment quelqu'un qui compte dans ce combat que nous menons tous. Et le docteur Frédéric Rima aussi, qui a eu un empêchement personnel, qui ne peut pas être là avec nous. Voilà. Alors, pardon. Ah, mais pardon. Oui, Marc, mais Marc, vous m'avez dit que vous deviez partir dans très très peu de temps.
Ben, ce n'est pas du tout l'information que j'avais reçue. Alors excusez-nous, parce qu'on avait reçu l'information comme quoi vous ne pourriez pas venir sur scène. Alors bien évidemment, le docteur Marc Carrère, voilà, qui nous... voilà. Qui est notre docteur de référence. Dans la Loire, la Haute-Loire, nous avons vraiment un problème où nous n'avons pas beaucoup de médecins dans ce coin. Et le docteur Harrer est évidemment extrêmement présent, membre CRONI-MED dans la cause depuis de très très longues années. Nous vous remercions d'être avec nous cette année, car l'année dernière, il y avait eu un petit déboire et nous sommes contents de vous accueillir cette année. Merci. C'est un Stéphanois, alors à Lyon, on n'aime pas les Stéphanois. Excusez-moi. Voilà, donc Raphaël, je vais te laisser le micro et puis nous allons commencer à faire les questions-réponses. Et puis à un moment donné, on arrêtera et puis on vous diffusera encore une petite vidéo. Donc la parole est au public alors. Jeanne-Marie passera parmi vous. Elle a un micro. Nous n'avons qu'un micro. Donc ceux qui veulent poser des questions, levez la main et elle viendra vers vous. Voilà. Bien, dans votre introduction, il a été question de la formation anti-Lyme. De quoi s'agit-il, s'il vous plaît? Ah, ça, on va passer la parole à Philippe. La formation anti-Lyme. Hein. Anti-Lyme, oui, ça faisait partie de votre formation pour les présentation. médecins. Oui, certainement. En résumé, souvent, on parle de médecins qui sont pro-Lyme chronique et anti-Lyme chronique. C'est tout, en fait. Je pense que c'était un raccourci. Et effectivement, il y a des formations où on va parler du Lyme chronique et d'autres formations où on va rester sur le consensus de 2006 où on ne parlera pas de Lyme chronique. Pas les mêmes médecins. Oui. Oui, dans cette confrontation considérable entre ce qu'on appelle non seulement les pro-Lyme chroniques, mais aussi les pro-Lyme, n'est-ce pas? Et puis les anti-Lyme chroniques, mais qui sont en fait des anti-Lyme, eh bien, il y a ces formations effectuées souvent par des universitaires de haut niveau, parfois par des académiciens, qui font de la propagande contre la maladie de Lyme en disant qu'elle est surdiagnostiquée, qu'elle n'est pas si importante. Et alors que, je le dis, la maladie de Lyme est 6 fois plus fréquente que le sida et 2 fois plus fréquente que le cancer du sein. Ce sont des statistiques américaines. Donc, si vous voulez, cette idée qu'on puisse faire des formations anti-Lyme est insupportable. On est au pays de Pasteur. Est-ce qu'on imagine une campagne anti-rage, anti-tuberculose? On a assisté à des campagnes anti-sida, mais ceci était insupportable et ça a rapidement cessé. Mais pour le Lyme, cette espèce de non-sens, de nier une maladie, s'observe, y compris au niveau universitaire. Bonjour, donc moi j'ai 2 questions, une très courte. Dans la présentation, vous parliez de 1500 personnes en errance qui avaient fait une demande auprès de France Lyme et je voulais comprendre si c'était au niveau local ou au niveau national. C'est au niveau national. 1542 demandes, c'est ce qu'on a comptabilisé avec Nathalie pour l'année 2018. D'accord, merci. Et ma deuxième question, plus large, elle va s'adresser aux médecins. Du coup, vous avez également parlé de transmission materno-fétale qui était prouvée à ce jour et j'aurais bien aimé avoir un retour sur ce sujet. Il faut bien faire la différence entre le Lyme aigu et le Lyme chronique, qui n'est reconnu que par une partie de la communauté scientifique. Pour le Lyme aigu, il y a eu quelques publications de transmission materno-fétale. La mère enceinte était piquée par un tique, faisait un érythème migrant, donc un Lyme aigu, et le bébé naissait avec de la Borrelia alors qu'il n'avait jamais été piqué par une tique. D'accord ? Donc ça, c'est publié. Ce qu'on ne sait pas, par contre, c'est est-ce que ces bébés vont être malades par la suite ou pas ? Ça n'a pas été suivi derrière. D'accord ? Donc la transmission existe, c'est une certitude. On sait qu'on a eu un certain nombre de cas d'avortement, de problématiques de malformations cardiaques et de choses comme ça, mais est-ce que c'était dû à la Borrelia ou c'était un hasard ? Il n'y a pas assez de cas pour pouvoir le prouver.
Et je voudrais rajouter un point concernant la transmission materno-fétale. Il y a eu cette année une modification des codes OMS avec une reconnaissance de cette transmission. Des lobbyistes anti-Lyme, je crois, du Canada, ont fait que ce n'est plus reconnu par l'OMS. Mais est-ce qu'on développe des anticorps? Voilà. Normalement, oui, mais dans toutes les pathologies, mais pour la maladie de Lyme et les tests ELISA que l'on a actuellement, c'est souvent pas le cas. Disons qu'au niveau de cette maladie, la bactérie est assez complexe et a toutes les capacités de se cacher du système immunitaire, ce qui fait que déjà on ne sait pas très bien si les anticorps vont être sécrétés. On ne sait pas non plus si les tests sont capables de les dépister. Voilà la problématique actuelle. Donc on peut ne pas avoir d'anticorps et être positif cliniquement à la maladie de Lyme. Tout malade devrait avoir systématiquement, donc non seulement Borrelia, ELISA devrait avoir le Western blot, parce que le Western blot peut être évocateur, mais aussi Babesia, Bartonella, Anaplasma. Pour moi, c'est la montée, ce que je constate, c'est la montée de ces deux infections dans les piqûres de tiques et qui vont expliquer des tableaux qui ne seront peut-être pas expliqués par la borréliose. Donc c'est ça. Donc vous voyez que c'est plus complexe. Il n'y a pas seulement l'anticorps anti-borrelia, mais il y a toutes sortes d'autres anticorps, anti-bactéries, micro-organismes. Je veux juste rajouter quelque chose sur une question effectivement importante. Les anticorps, c'est les soldats, d'accord? Et les agresseurs, les ennemis, c'est les bactéries. On va résumer ça comme ça. Si vous faites une photo d'un pays et que vous voyez plein de soldats, ça veut dire qu'on est en guerre ou pas? Ça veut dire qu'on la perd, cette guerre, ou qu'on la perd pas? Personne ne peut répondre. Aujourd'hui, aux États-Unis, vous faites une photo où lors d'un plan Vigipirate, on a des soldats à tous les coins de rue et on n'est pas en guerre. On fait juste la surveillance. De la même façon, alors que classiquement en médecine, on considérait que plus on avait de soldats, plus ça voulait dire qu'on était en guerre et qu'on la perdait. C'est pas comme ça, en fait. D'accord. En 1942, on était envahi, il n'y avait pas beaucoup de soldats français et pourtant on perdait la guerre. Donc des gens peuvent ne pas avoir d'anticorps parce que leur système immunitaire ne se défend pas assez et peuvent être malades quand même. Oui, bonjour, j'ai été piqué par une tique au mois de mars, début mars, contrôlé par 2 tests porteurs, enfin, comme quoi j'ai été infecté, quoi, au contact de 4 espèces de Borrelia. J'ai pu constater que mon médecin était absolument incapable sauf à prescrire les médicaments recommandés par le consensus de 2006, quoi, c'est-à-dire de l'amoxicilline par prise de 3 mg jour. J'arrive en fin des 3 semaines prescrites pour ce type de soins, quoi. Et je me trouve un peu dans le vide aujourd'hui, ce qui fait que j'ai pris contact avec le service du professeur Perron qui m'a dirigé vers France Lyme et c'est comme ça que j'ai atterri ici aujourd'hui. Et voilà, je suis un peu démuni. Ma question, c'est aussi un témoignage du désert médical dans lequel on se trouve, quoi, face à cette maladie. Donc, si vous aviez une petite idée de ce que je peux faire ou comment je dois envisager la suite des événements, ça peut peut-être donner des renseignements aussi à tout le monde, quoi, à tous ceux qui sont là. On en a déjà parlé tout à l'heure en venant, apparemment. Oui. Et donc, je vous avais répondu qu'il fallait déjà voir au niveau symptômes ce que vous avez ou ce que vous n'avez pas. Oui. Si vous êtes dans les symptômes qu'on vous a décrits tout à l'heure sur certains, oui. Certains, donc il faut vous faire traiter, quoi. Il faut rencontrer quelqu'un comme nous. Hein. Vous traitez. J'aimerais bien. Donc, si quelqu'un peut lui donner un rendez-vous rapide. J'apprécierais beaucoup. Peut-être dire quelques mots. Vous avez été piqué, monsieur, et vous avez votre réaction ELISA positive déjà. Oui, mais votre Western blot est positif aussi, c'est-à-dire que vous avez plusieurs bandes.
Bon, alors vous savez que les bandes, c'est comme les galons des militaires, n'est-ce pas? Plus on en a, plus on est haut dans la hiérarchie. Donc j'ai l'impression que vous êtes amiral, là. Donc, il faut vraiment prendre ça très au sérieux parce que vous avez une infection très rapide. Et donc, et aussi, mais il y a une fenêtre de tir formidable, c'est-à-dire que vous êtes en phase aiguë, que votre bactérie est extrêmement sensible à des drogues comme le clamoxyle, mais surtout la rocéphine. Il faut vite vous faire boire par un de nos collègues, parce que vous avez la fenêtre de tir parfaite, vous avez une infection aiguë et rapide, et donc il faut absolument faire le traitement le plus rapidement possible. Vous auriez plus de symptômes, il faut rien faire. C'est-à-dire quand on a eu le traitement après la piqûre, s'il y avait l'érythème et qu'il n'y a plus l'érythème, là il faut attendre en fait. Et c'est pas sur les prises de sang qu'on saura. Donc dans le cas inverse de vous, pour les gens, il ne faut pas s'inquiéter. C'est-à-dire que quand on a été traité, même sans traitement, il n'y a pas beaucoup de risque de passer aux formes secondaires, aux formes même quand on n'est pas traité. Mais il vaut mieux se traiter, bien sûr, surtout quand il y a l'érythème. Mais quand on a été traité, après, c'est fonction des symptômes. Je rebondis en fait sur l'intervention du professeur Trouillas qui parlait de batterie d'examen. Et en fait, ce qui se passe, c'est que le seul et unique laboratoire visiblement encore en France qui soit capable d'analyser ça, et aujourd'hui m'a répondu qu'il ne faisait plus ce genre d'analyse. Voilà. Donc, j'ai pas pu recevoir du tout de kit et ils sont plus en mesure de faire ce genre d'analyse. Donc, ça, c'était pour une PCR, non? Oui. D'accord. Donc, qui veut répondre? Je vais vous dire juste un mot. Pour l'instant, nous sommes en conflit avec la NSM. Donc, il y a un blocage total de mes possibilités de vente et d'exporter les kits. Ça devrait se solutionner, on va dire, dans les semaines qui vont venir. Et normalement, les choses devraient reprendre leur cours dans le courant du mois de juin, début juin. Je me demandais à cette personne si c'est le laboratoire du professeur Franck ou bien si c'est le laboratoire Cohen-Lavergne de Paris qui a répondu non. Oui, normalement, c'est le laboratoire Cohen-Lavergne de Paris, parce que moi, je ne fais pas les analyses, je suis simplement fabricant. Vous avez raison, merci, docteur. Moi, je suis fabricant, mais comme j'ai l'impossibilité de vendre, d'exporter, les laboratoires s'arrêtent. OK. Bonjour. J'ai mon fils, un jeune adulte de 18 ans, qui a déclaré la maladie de Lyme l'année dernière. La sérologie a donné le diagnostic. Il a été mis sous antibiotiques pendant 1 mois et demi. À la suite de ça, les symptômes ont diminué puisqu'il y avait beaucoup de fièvre, beaucoup de fatigue. Il est resté à peu près presque 1 an tranquille. Et il a été à nouveau piqué par des tiques. Je voudrais savoir déjà, quand il est à nouveau piqué, qu'est-ce qu'il faut... Parce qu'il n'y a pas eu d'érythème cette fois-ci, mais est-ce qu'il faut remettre sous antibiotiques? Et là, il a beaucoup de problèmes digestifs depuis 15 jours. Est-ce que ça peut être lié à nouveau à une rechute de la maladie? Moi, je pense que oui, c'est bien possible. Ah. On peut recommencer de zéro. Donc effectivement, il faut, particulièrement chez ce jeune qui a déjà ce passé, sans doute le remettre sous antibiotiques. Une petite notion aussi importante, c'est que s'il a des troubles digestifs, il peut aussi avoir contracté une candidose, c'est-à-dire des champignons qui se développent dans l'organisme et particulièrement dans l'intestin, particulièrement quand on est sous antibiotiques. Et c'est quelque chose qui nous ennuie beaucoup dans le suivi des traitements. Voilà, parce que ça fatigue beaucoup et on peut aussi avoir des symptômes qui ressemblent à toute la liste ou presque des symptômes qui ont été décrits, qui ne sont que des symptômes, qui sont des symptômes de candidose. La candidose peut donner des troubles neurologiques, par exemple. Donc c'est quelque chose de vraiment qui nous ennuie énormément dans le suivi des traitements. Si quand on est atteint de la maladie de Lyme, on retrouve fréquemment on est fréquemment positif au virus Epstein-Barr. Je crois que Marc veut répondre à ça. Disons, quand on fait le
le lot de tous les bilans biologiques. On trouve souvent des taux d'anticorps anti-EBV élevés et avec un des paramètres qui montre qu'il y a réactivation du virus. On va dire un peu que la Borrelia profite peut-être d'un moment particulier pour redéclencher une récidive donc, de l'Epstein-Barr virus, la mononucléose infectieuse. Souvent, d'ailleurs, on voit aussi des taux d'anticorps anti-varicelle zona assez élevés. Dans le concept de ce qu'on présente comme maladie de Lyme, je pense qu'il ne faut pas voir seulement borréliose, il faut voir aussi éventuellement d'autres infections bactériennes, plus des réactivations virales. Pensez à l'herpès. L'herpès, ça se voit, c'est connu. Le problème dans la mononucléose infectieuse, c'est que ça ne se voit pas, ça se ressent. C'est probablement une des causes de fatigue qu'il peut y avoir en plus. Merci pour votre réponse. Puis j'en avais une deuxième. Je voulais savoir ce qu'apporte une ponction lombaire comme information quand on a une maladie de Lyme. Notre professeur. Il y a également un débat sur ce point. Vous avez une certaine école qui est maximaliste et qui est irréaliste, qui dit qu'on ne peut pas faire le diagnostic de maladie de Lyme sans une ponction lombaire. C'est vraiment une idée farfelue, une idée qui n'est pas fondée scientifiquement. En fait, si on prend le vaste spectre des maladies neurologiques que déclenche la maladie de Lyme, la vraie maladie de Lyme, la borréliose, eh bien, on s'aperçoit que une bonne proportion de malades n'a pas les signes caractéristiques. Le signe caractéristique, c'est bien sûr la sécrétion dans le liquide céphalorachidien de l'anticorps spécifique qui indique qu'il y a un système immunologique dans le système nerveux qui a compris qu'il y a la borrelia dans ce système nerveux et qui réagit contre. C'est l'augmentation de l'index des anticorps anti-borrelia. Et donc, ça, c'est le critère fondamental. Un malade qui a ça, évidemment, on est sûr qu'il a la borréliose. Mais il y a bien d'autres manifestations où la ponction lombaire va être, disons, ou non informative ou très peu informative. C'est-à-dire qu'on a une petite augmentation de la protéine, des protéines. On a une petite augmentation des cellules, 2, 3, 4, 5 cellules. Donc, et il n'y a rien de spécifique. Mais le malade, il a quand même la neuroborréliose. Et puis, il y a donc, j'en profite pour dire que, au fond, toute une proportion de malades qui ont la neuroborréliose n'ont rien par ailleurs. Il y en a qui ont bien sûr des petits signes à l'IRM, n'est-ce pas? Mais on voit des paralysies considérables avec une IRM négative. C'est une chose tout à fait importante et d'ailleurs à expliquer, parce que ça peut indiquer que la paralysie est due à un mécanisme complètement original qu'on ne connaît pas. Moi, j'ai vu des paralysies incroyablement importantes avec un électromyogramme négatif, une PL négative, une IRM négative. Je pense en particulier à une chanteuse grenobloise, n'est-ce pas, qui est venue me voir avec une paralysie et on n'a jamais rien vu à l'IRM. Et donc, il y a là un mystère, peut-être probablement une action sur des récepteurs particuliers qui compromettent la motricité. Enfin, en tout cas, le dogme de neuroborréliose, augmentation de l'index obligatoire. S'il n'y a pas l'index, ce n'est pas une neuroborréliose. Ceci est une idée fausse scientifiquement, c'est une fausse idée et à éliminer formellement. Professeur, on m'a dit qu'il fallait que vous partiez. Je pourrais rajouter quelque chose à ce que dit le professeur Trouillas. Je suspecte les hospitaliers de vouloir faire des ponctions lombaires pour d'abord prouver qu'elles sont négatives et ensuite dire qu'il n'y a rien. J'ai par contre un patient commun avec le professeur Trouillas qui, lui, a eu un test ELISA positif. On lui a fait un test Western blot qui était positif. On lui a fait une ponction lombaire positive. Et à la suite de ça, ce n'est toujours pas une maladie de Lyme. Alors évidemment, il se présente comme une maladie, une sclérose en plaques, mais il est en soins actuellement avec le professeur Trouillas. Et on conteste toujours le problème d'infection de neurolyme, quoi. Oui, moi j'aurais voulu savoir quand le test ELISA et le Western blot sont négatifs, si on se fie au questionnaire Horowitz
qu'on répond à un certain nombre de questions et le maximum de réponses étant de 46, moi je suis à 66 par rapport à tous ces symptômes. Parce que maintenant, depuis 15 jours, j'ai des derniers symptômes qui sont apparus, entre autres sur le cœur. Et j'en suis à, on va dire, une moyenne entre 20 et 30. Voilà. Sachant que là, en ce moment, je suis dans une période très critique, mais qui dure depuis début mai. Alors que j'ai des périodes de rémission où je peux très bien me déplacer 1 heure ou 2 sans canne et sans fauteuil roulant. Mais quand ça dure, je suis en crise, je peux avoir pas loin de 30 symptômes. Est-ce qu'on peut y classer dans la maladie de Lyme, sachant que les 2 tests sont négatifs? Oui, c'est ce qu'on vous a dit tout à l'heure, hein, déjà. Tout peut être négatif, même la PCR, et ELISA et Western blot, et on peut quand même avoir ces bactéries qui posent problème dans nos organismes. Alors là, j'en suis simplement au début de mes recherches parce que j'avais abandonné depuis 6-8 ans. J'étais suivie à Neuro à Bron. Bon, on ne savait pas trop ce que j'avais fait, ce qu'on allait me faire. On m'a dit, on ne peut rien pour vous. J'en étais restée à une myasthénie, mais bon, apparemment pas ça. Sclérose en plaques, on a écarté parce que je n'avais pas les plaques blanches au cerveau. Et maintenant, je ne sais pas quoi faire. J'en suis qu'au début maintenant. Ce qui me fait bouger, c'est que je souffre énormément au niveau du cœur maintenant, comme des coups de poignard, comme la cage thoracique. J'ai vu un cardiologue, même 2, tout va bien. J'ai un cœur de jeune fille. Bon, c'est vrai que j'étais très sportive, hein. J'ai toujours été sportive. À la maison, j'ai de quoi faire aussi, hein, dans ma sole. Je m'occupe de mes jardins, donc j'adore ça, du matin au soir. Mais je ne sais plus quoi faire là, parce que quand je suis en crise, je peux même des fois pas tenir une fourchette, un couteau. Je lâche les objets. Alors si je remonte à 6-8 ans, je croyais que c'était le canal carpien et c'est pas ça du tout. En fait, bon, là, je pense qu'effectivement, il faut que vous reconsultiez parce que vous nous donnez beaucoup d'arguments pour qu'on ait envie de vous soigner. C'est gentil, ouais, parce que le moral, je suis une fille pourtant. Il y a quelque chose sourire, d'important dans ce que vous avez dit en termes de terminologie. Je crois que vous avez, de ce que j'ai compris, vous me reprenez si je me trompe, hein, les paramètres Lyme sur la prise de sang sont négatifs. Bon, donc je pense qu'on en a discuté tout à l'heure en termes de terminologie. Aujourd'hui, le mot Lyme est devenu un gros mot qui est compliqué à entendre pour nos détracteurs. Je pense qu'aujourd'hui, il y a on doit employer le terme SPPT. Là, aujourd'hui, syndrome polymorphe post-piqûre de tique. Ça veut dire c'est la forme chronique d'une infection qui peut être la borréliose de Lyme, mais qui peut aussi être une babésiose, voilà. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on ne sait pas, par exemple, en vous concernant, si c'est la borréliose de Lyme ou si c'est une babésiose. Qui est 7 fois la normale à la tranche la plus haute. Oui. On va pas répondre, on peut pas répondre sur le plan individuel, mais vraiment c'est important qu'on arrête d'employer le mot Lyme à tout va, parce que quand vous arrivez chez un médecin, si vous arrivez chez un médecin voilà, qui n'a pas de connaissance de maladie de Lyme ou qui est anti-Lyme, il va de suite vous jeter. Voilà. Si vous dites j'ai un SPPT, déjà il va se demander ce que c'est, donc il va vous poser la question. Et tout ça, c'est reconnu par l'HAS. Donc on avance d'un pas, et je pense que c'est extrêmement important. Oui, bonsoir. Voilà, j'avais une question. Suite à un Guillain-Barré il y a 2 ans et demi, le neurologue qui me suivait voulait connaître pourquoi j'avais déclaré ce Guillain-Barré. J'ai fait une forme de Guillain-Barré extrêmement rapide parce que entre les premiers symptômes et puis je suis allé jusqu'à l'intubation, il s'est passé 4 jours. On a découvert dans ma moelle épinière la protéine d'un virus qui s'appelle le TBE. J'aurais voulu avoir des précisions sur ce que c'est ce virus TBE. Le syndrome de Guillain-Barré est un syndrome qui
donne des paralysies ascendantes et progressives assez rapidement dans un contexte aigu en quelques jours. Mais ce que vous décrivez, effectivement, c'est un contexte encore plus intense et rapide. Le syndrome de Guillain-Barré peut être dû à un certain nombre de virus, mais aussi ça a été publié pour être dû à des bactéries qui ressemblent à des virus comme des mycoplasmas ou de la borréliage. Normalement, le syndrome de Guillain-Barré va régresser après une certaine période et certains syndromes vont persister. À partir du moment où le syndrome persiste, il faut se poser la question, est-ce que ce n'est pas une bactérie, effectivement, qu'il faudrait traiter par antibiotiques à ce moment-là? Et ça, on a tous eu des cas comme ça. Dans votre cas, on a trouvé, c'est une évolution très rapide, et comme dans toute évolution rapide, notamment après piqûre de tique, je me souviens de Richard Horowitz qui disait toujours, quand c'est rapide, c'est plutôt du virus, parce que la tique transmet aussi des virus, quelquefois. Et dans nos 20% d'échecs dont parlait Yves tout à l'heure, je pense qu'on a un certain nombre de virus. Le virus, soit le corps va s'en sortir seul, soit il y a des virus qui posent des problèmes et qui, de façon persistante, et on a des cas très graves dus à des virus. Notamment, il existe un virus qui s'appelle le tick-borne encephalitis virus, pardonnez mon anglais, qui est en français le virus de l'encéphalite à tic, et je pense que c'est celui qu'on vous a découvert, qui est un virus effectivement qui donne des syndromes neurologiques, le professeur Trouillas n'est pas là, mais majeurs, et il y a même une mortalité de 10%. Ce virus était connu pour être présent dans les forêts de l'Europe centrale, et tout randonneur qui partait en Europe centrale, et encore aujourd'hui, on lui conseillait de se vacciner parce qu'il existe un vaccin contre le virus de l'encéphalite à tic. Ce virus qui existait en Europe centrale a migré, enfin s'est étendu, on en a découvert en Suisse, puis en Allemagne, et aujourd'hui on en découvre en France. Je ne sais pas où vous avez été piqué, et si c'est en France ou ailleurs. Je ne sais pas si ça a été référencé, publié, mais il y a des cas publiés effectivement en France. Donc c'est un virus qui est grave, effectivement, qui donne ce genre de symptômes, et tant mieux si vous pouvez nous en parler maintenant. Raphaël, j'ai une question. Alors, je voudrais tout d'abord remercier France Live de m'avoir invité à ce colloque-là, et notamment à midi, où nous avons pu parler d'un peu de ce que je faisais. Alors, je vais me présenter. Je m'appelle Alain Fontaine. J'ai mis au point un concept pour la maladie de Lyme, grâce à Raphaël, d'ailleurs. Si je suis là, c'est grâce à Raphaël. On s'est rencontrés il y a 4 ans avec Raphaël. Il m'avait demandé de venir faire une conférence à Limonest, car je suis avant tout aromathérapeute. J'ai 55 ans de pratique dans ce métier, vous voyez, donc je suis plutôt jeune. Et donc, il m'avait demandé en disant, il y a la maladie de Lyme, est-ce que tu pourrais pas faire quelque chose, des synergies, des choses comme ça que j'ai aujourd'hui. J'ai plusieurs synergies pour la maladie de Lyme, notamment 2 qui s'appellent Atactic, vous voyez, Atactic, c'est pas la tactique du gendarme à Bourville. J'ai d'ailleurs fait une chanson là-dessus, je pourrais la passer à France Live. Et donc, j'ai mis au point un concept qui comprend 12 thérapies. Alors, tous mes amis médecins me disent, oui, pourquoi tu fais tant de trucs? Eh bien, parce que tout est complémentaire. Aujourd'hui, on est complémentaire de la médecine. Moi, j'ai rien contre la médecine, bien au contraire, puisque j'avais un papa qui a fait 40 ans de pharmacie. Alors, vous voyez, donc, qu'est-ce que c'est que ce concept que j'ai mis bien? J'ai pu constater qu'il manquait dans les traitements. Excusez-moi, Monsieur Fontaine, mais Oui. en fait, on va plutôt laisser un petit peu le temps. Il nous en reste pas beaucoup pour des questions de tous les malades qui sont venus et qui ont besoin de poser des questions aux médecins. Et puis, Ouais. si vous le voulez bien, après, on pourra peut-être échanger après la D'accord. conférence Pas de sur ces problème. choses-là. Je vous remercie Pas de d'accorder ce problème. peu Pas de de temps problème. qui nous reste. Merci. Oui, on n'a pas trop parlé de tout ce qui est médecine complémentaire, mais c'est vrai que c'est très important et que souvent on travaille et avec les antibiotiques dans notre groupe et aussi avec des produits complémentaires comme les huiles essentielles ou autres. Et donc Alain est un peu un pionnier dans ces possibilités. Voilà, donc si d'autres questions. On va attendre d'autres personnes après. S'il vous plaît bien.
J'aimerais. En fait, j'ai fait un test ELISA qui s'est avéré positif, puis un test Western Blot qui s'est avéré négatif. Vous avez entendu le début ou pas du coup? Oui, on entend bien. Ok. Et parce qu'en fait, il n'y avait qu'une bande. Et je voulais savoir du coup pourquoi du coup c'était pas reconnu quoi. Parce que théoriquement, pour les médecins normaux, pas comme nous, le test ELISA, il lui faut une confirmation. La confirmation, c'est le Western Blot. Et pour nous, si tu as été positive à l'ELISA et qu'il y a quelques bancs de Western Blot, c'est qu'il faut quand même être vigilant et peut-être te traiter en fonction de ta symptomatologie. C'est un peu plus compliqué d'interprétation, un Western Blot. En fait, il faudrait des Western Blot où on décrit, chiffré, où on décrit en quantitatif exactement chaque bande. Et alors, il y a de nombreux Western Blot sur le marché, ils ne sont pas tous quantitatifs comme ça. Parce que dans le Western Blot, il y a ce qu'on appelle un cut-off. Donc tout ce qui est en dessous n'est pas comptabilisé. Et pour nous, ce qui est en dessous est important. Donc ça dépend des labos, ça dépend où ça a été fait. Mais ça veut dire qu'il faut quand même être vigilant sur les possibilités de symptômes que tu as. Je pense aussi il faut vraiment arrêter de parler des tests. Les tests ne sont pas efficients. Les tests sont aussi une des causes de la souffrance des patients, parce que quand ils sont négatifs, la plupart des médecins éliminent la possibilité d'une infection. De plus, ça n'a pas tellement de sens parce qu'il n'y a pas que la Borrelia qui provoque des maladies, il y a un tas d'autres bactéries, virus et parasites. Donc, se cantonner au test de la maladie de Lyme, ça n'a pas de sens pour moi. Le diagnostic est clinique, hein, on l'a bien vu sur la triade d'un patient en errance pendant des semaines ou des mois, avec une fatigue extrême, des problèmes cognitifs, un brouillard mental et puis surtout un syndrome polymorphe douloureux. Et dans ces cas-là, on peut se passer de test et faire une antibiothérapie d'épreuve. C'est le plus important. Donc, les tests induisent souvent en erreur. Surtout qu'il y a des gens qui font des tests en Allemagne, qui font des tests en Suisse, dans des pays limitrophes, et pour le même test, par exemple la bartonellose, on trouve pas en France la bartonellose pratiquement, et quand on fait les tests en Allemagne, on en trouve. Quand on fait les tests par PCR, on en trouve. Donc, et ça correspond à la clinique, ça correspond à ce qu'on pense, aux symptômes des gens. Donc, sur les tests, quand les tests sont positifs, on en tient compte. Quand les tests sont négatifs, ça ne veut pas dire. Et moi, j'ai beaucoup d'exemples de gens qui n'avaient rien en France. Et puis, sur les tests allemands, ils ont Borrelia, plus Babesia, plus Bartonella, plus Yersinia. Et ça correspond parce qu'ils sont gravement malades. Alors, bon, ok, en France, ils ne sont pas malades du tout. Donc, il faut, quand c'est négatif en France, nous, on n'en tient pas trop compte. Et Perron, quand il est en privé, il dit les tests, je les regarde pas. Nous allons prendre encore une dernière question. Bonsoir. J'ai mal au dos. Enfin, sinon, c'est une pure catastrophe. C'est-à-dire que j'arrive pas à marcher. La dernière fois, j'ai failli me prendre une vitre en pleine face. On ne va pas répondre au cas personnel. On va essayer de généraliser et on va simplement dire que si vous avez des symptômes douloureux, polymorphes, qui traînent, des symptômes de fatigue, des symptômes éventuellement cognitifs de fatigue, voilà. Si vous avez fait les examens qu'il fallait, si vous avez vu les médecins qu'il fallait et qu'on ne vous a rien trouvé, à ce moment-là, on est en mesure éventuellement de se poser la question et si c'était une maladie d'origine infectieuse. À ce moment-là, c'est possible, votre cas, c'est possible que ce soit une maladie d'origine infectieuse, mais c'est possible que ce soit tout à fait autre chose. Donc il faut d'abord passer par toute la panoplie de la médecine conventionnelle. On est tous des médecins et on ne prendra pas un patient si on n'a pas fait tous les diagnostics différentiels avant. Ou les autres les ont fait pour nous, hein. Quelquefois ils ont passé par de nombreux services hospitaliers. Et à ce moment-là, au vu de l'errance diagnostique, l'errance thérapeutique, c'est-à-dire vous n'avez pas de traitement qui vous soulage, éventuellement au vu de l'histoire
qui peut être une histoire de forestier, une histoire de gens qui ont eu une piqûre de tique, une histoire de gens qui ont eu même un érythème migrant. Au vu éventuellement de la biologie qui peut être, qui peut être positive ou contributive, on peut se permettre de faire un traitement des preuves à ce moment-là. Et au vu de toute la symptomatologie polymorphe, je n'y reviendrai pas évidemment. D'accord ? C'est comme ça qu'on avance. Donc, allez voir un médecin. Si la médecine conventionnelle, en résumé pour tous les patients qui sont là, si la médecine conventionnelle n'a pas pu vous aider, il faut aller voir quelqu'un qui a une approche un peu différente par rapport à ça. Combien de questions encore ? La dernière question. Dernière, qui devrait être vraiment très optimiste pour nous tous, j'espère. J'ai une question. Est-ce que vous avez vu dans votre carrière quelqu'un qui a eu maladie dans la version très aiguë, n'a pas traité pendant plusieurs mois, et malgré tout, grâce au traitement qu'il a pris, il n'a pas eu les rechutes? Ah oui, tout est possible. Hein. Il y a des gens qui sont très positifs et qui n'ont aucun symptôme. Hein. On parle souvent de chasseurs, parce que les chasseurs sont souvent touchés. Je crois que c'est Marc, tu avais un exemple d'un chasseur qui était positif. Je parle un bûcheron. Pas uniquement des positifs, mais qui était vraiment paralysé avec vraiment la maladie très avancée et après il n'avait plus de rechute grâce au traitement que vous avez donné. Oui, tout est possible. On est vraiment sur des cas individuels d'équilibre entre système immunitaire et charge microbienne globale. Microbienne, ça peut être bactéries, virus, parasites, etc., champignons. Et si le système immunitaire est compétent à faire diminuer cette charge en étant aidé juste un petit peu par un ou deux traitements antibiotiques, ça peut marcher, oui, évidemment. Il n'y a pas sur 100 patients qui vont faire un Lyme aigu, il y en a 80 qui vont être bien soignés par une seule cure d'antibiotiques et dont les symptômes ne persisteront pas. Vous voyez ? C'est heureusement. Et je dirais que pour la rechute, concernant la rechute, il faut bien dire aux patients que la rechute peut survenir et une surveillance est nécessaire. Et en règle générale, la rechute, il faut en tout cas la traiter très précocement et très rapidement. Et on en vient à bout de règles avec le traitement qui a marché initialement. Et quand on traite précocement, le patient ne retombe jamais aussi bas dans les affres de la maladie initiale. Ce qui veut dire que tardivement, on garde obligatoirement des séquelles. Non ? Tu peux répondre ? Une vingtaine de symptômes, c'est trop tard apparemment. C'est jamais trop tard, de toute façon. Hein. On peut toujours traiter. Hein. Là, j'ai eu des antibiotiques pour ORL pendant 3 semaines, j'ai remarché. Ben voilà, ça c'est souvent les choses qu'on voit. Les gens ont des antibiotiques pour autre chose et ils sont améliorés, donc ça nous prouve qu'il y a autre chose que des bactéries qui sont là et qui perturbent. Juste pour finir, je crois qu'il faut vraiment qu'on change dans notre langage et qu'on parle plus trop de maladie de Lyme, mais plus, comme on disait tout à l'heure, d'infection froide ou de crypto-infection. Non, on parle d'infection froide parce qu'on les voit pas. C'était mon propos, c'est-à-dire qu'on est à l'aube d'un nouveau paradigme où toutes les pathologies chroniques, quelles qu'elles soient, pourraient être dues à des virus, à des bactéries, à des champignons qui perturbent nos organismes et notre immunité. Voilà. Contrairement, ça donne pas beaucoup de fièvre, ça donne des bouffées de chaleur, des impressions de transpiration ou de froideur ou de frisson, mais pas forcément beaucoup de fièvre. Alors c'est pour ça qu'on dit froid, parce que froid c'est prise de sang, il n'y a pas de trace d'infection et il n'y a pas de température vraiment élevée. Il y a des gens qui font des crises, des 39, mais la plupart des gens qui ont la maladie de Lyme, ils n'ont pas de fièvre. Merci à tous pour votre participation et tous ces échanges. Donc, ce n'est pas complètement terminé. Nous allons déjà remercier bien chacun de vous. Voilà. Puis je vais vous demander éventuellement de rejoindre la salle. Merci. Merci pour votre engagement, pour votre soutien. Nous allons vous présenter maintenant une petite vidéo
qui est en avant-première. Armelle va vous en parler. Et puis ensuite, une fois que la vidéo sera terminée, nous avons les docteurs Alexis Lacou et Philippe Raymond qui vous proposent de dédicacer en fait leur livre. Voilà. Donc les dédicaces se feront au pied de la scène. Et la librairie se trouve à l'entrée. Alors, vous allez avoir en avant-première le visionnage d'un clip qui a été tourné à Paris par des célébrités qui ont bien voulu bénévolement nous donner de leur temps. Des sportives surtout, et quelques sportifs, mais je crois surtout des sportifs de haut niveau qui sont lourdement touchés par la maladie et dont la carrière est mise entre parenthèses. En fait, d'ici une demi-heure, 1 heure, à Paris s'ouvre un événement un petit peu différent dans une salle qui s'appelle le Pan Piper, et dont France Lyme est l'organisateur, sous la houlette justement d'une de nos bénévoles, Sandrine Dufils, qui était motarde de haut niveau et qui a dû interrompre sa carrière à cause de la maladie de Lyme. Donc, ils nous ont autorisé à vous envoyer ce clip qui sera une forme de clôture des 2 heures que nous venons de passer ensemble. Voilà. Je voudrais juste avant remercier quand même le bureau France Lyme, puisqu'on a notre vice-présidente, notre trésorière Armelle, notre vice-présidente Nathalie Torres, qui est là. Tu peux venir, Nathalie, s'il te plaît. Et notre secrétaire aussi, Jeanne-Marie Ménager. Voilà, venez, voilà. Donc on a aujourd'hui la majorité du bureau France Lyme national.
Alors, vous l'aurez compris, ça termine ces 2 heures passées ensemble. Je voulais juste vous redire une petite chose. Quand on s'engage, comme nous, dans une association de malades, c'est souvent pour donner du sens à un parcours de vie difficile. C'est mettre de l'énergie alors que parfois on n'en a plus. C'est un engagement inconditionnel pour la cause, pour les malades. Et donc, à ce titre, et au nom du bureau de France Lyme, je voudrais remercier Stéphanie Claire, notre responsable Rhône-Alpes. Grâce à elle, grâce à sa mobilisation, au détriment de sa maladie qui l'a clouée au lit, qui l'a empêché de marcher par moments, qui l'a empêché de parler, elle a su monter une section qui aujourd'hui est la première section de notre association. Si vous êtes ici ce soir, c'est grâce à elle, donc je voudrais que vous la remerciez comme il se doit. Merci à tous. Cet engagement, nous pouvons tous l'avoir à un moment donné. J'aimerais remercier tous les bénévoles actifs, si vous pouvez venir sur scène, s'il vous plaît. Tous ceux qui ont participé à cette journée depuis 14 heures. Je vois personne se lever, soyez pas timides. Venez, s'il vous plaît, nous rejoindre sur la scène. Voilà. Venez tous nous rejoindre. Une belle équipe du Rhône, du Rhône-Alpes, la Bourgogne. Voilà, venez tous. Puy de Dôme, bien sûr, Yola, Puy de Dôme. La Loire, voilà, Jean-Paul, allez. Mais si, il y a plein d'hommes normalement, mais je pense qu'ils n'osent pas venir sur la scène. On les connaît, voilà. C'est ça, bah, ils sont là, voilà. Voilà, merci de les remercier. Alors, ils vont vous faire une petite présentation, Séverine, qui est dans la section du Rhône, a créé un haka, le haka Lyme, qui est en cours de création, on va dire, pour la course des héros que nous allons faire le 16 juin à Gerland. Si vous voulez nous soutenir, vous avez des liens sur le site internet. Et donc voilà, les bénévoles vont œuvrer sur une petite touche un petit peu plus d'humour, et voilà, ils vont vous montrer le haka. Allez Séverine, vas-y, montre-nous. Allez, c'est parti. Non, voilà. Voilà. La maladie de... Malade ou pas. Attendez, faut que je... malade ou pas, qu'est-ce qui peut m'aider? Je me souviens plus de la suite. Ah si. Malade ou pas, on est en guerre, unis et fiers. Les anti-Lyme, on les chassera. Abalatique, on l'enlèvera. Otirtique, et puis voilà. Et la victoire, on l'obtiendra. Ça, c'est le texte. Vous allez voir dans la chorégraphie, vous auriez certainement compris sans le texte. Allez, positionnez-vous, on est parti pour le haka. Vous regardez bien, parce qu'après, c'est vous qui le faites. Hein. Allez. 1, 2, 3, c'est parti. Là, on chasse les médecins. En les anti-Lyme. Voilà. Et voilà. Hein. Bon, merci à tous. Dans la bonne humeur. Merci. Voilà. Ceux qui se sont engagés dans la course des héros doivent apprendre très sérieusement cette chorégraphie. Ils auront tous leur cap le 16 juin. Merci. J'insiste qu'il y aura le docteur Cario et le docteur Gadiolet qui feront la course avec nous. Merci à tous d'être venus pour ces moments de partage, ces moments d'échange, riches en émotions. Nous clôturons du coup cette conférence et nous vous remercions à tous. À très bientôt.